d'avoir mon premier live. Je ne savais pas. Pas de souci, on en apprend tous les jours, on ne peut pas tout savoir non plus. Il y a énormément de tes compétences dont tu vas pouvoir nous parler à l'instant. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de te poser la question. Finalement, Kevin, je viens d'indiquer à nos auditeurs que tu es Kevin Mouyoum, l'un des cofondateurs de l'agence Media Targeting Partner. Qui es-tu? Quel est ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé à créer avec ton cofondateur Media Targeting Partner? Voilà, on fait notre anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Mais aujourd'hui, on a 5 ans. On a 5 ans aujourd'hui. Je vois de l'eau. Mais voilà, comment, bah écoute, moi je suis né en Belgique, j'ai vécu en Belgique presque toute ma vie, je suis revenu étudier ici quand j'avais quoi, 14 ans, 15 ans. J'ai étudié ici à l'école congolaise, au Lopio, puis à l'école belge, et puis après je suis reparti en Europe pour faire mes études supérieures. Et en fait, j'ai trouvé un boulot dans une boîte qui s'appelle Be Connected, qui en fait m'a fait aimer le marketing, m'a fait aimer comment vendre les choses, comment promouvoir les choses. Parce que dans cette boîte-là, on travaillait pour des gens qui, Télénet par exemple, allez, pour une similitude par rapport au Congo, c'est comme si on travaillait pour un Vodacom, mais que Vodacom vendait et les téléphones, et la télé, et l'internet, et les téléphones mobiles, tu vois. Et donc voilà, et c'est cette approche-là de pouvoir convaincre les gens de faire quelque chose dont finalement ils n'ont pas besoin, mais de les convaincre, j'ai aimé franchement, et au bout de 3 ans, je me suis dit, mais on leur apporte de l'argent, pourquoi ne pas faire ça chez nous pour nous-mêmes? Ok. Et donc, je me suis dit, bon, on va voir le terrain. On va un peu voir le terrain. Je suis arrivé ici, j'ai fait complètement autre chose. Je me suis retrouvé dans le bois. Rien à voir avec le marketing. Ça n'avait rien à voir, mais rien à voir avec le marketing. Et finalement, en fait, quand je suis arrivé ici, je me suis retrouvé où j'aimais être dans mon pays et découvrir mon pays, au fait. Et c'est vraiment ça, c'est aimer découvrir son pays et aller dans des endroits où tu n'aurais jamais pensé aller dans ta vie. Parce que, tu sais, quand tu as une vie un peu occidentale, quand tu arrives, c'est, tout est carré, tout est normal. Et puis, tu arrives ici, on te propose un truc pareil. Déjà, même mes parents m'ont dit, t'es fou, tu vas où? Et j'ai dit, bon, je vais essayer. Et quand ils me voyaient me lever à des 4 heures du matin pour aller en brousse et tout, ma mère me disait, mais c'est pas mon fils, ça. C'est autre chose, tu vois. Et donc, voilà, je suis allé là-bas, j'ai fait des découvertes. Franchement, ça a bien marché pendant un temps. Et puis, je me suis retrouvé face aux réalités du Congo. C'est-à-dire que il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, veut te montrer qu'il est plus fort que toi et que tu ne peux pas avancer. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai un bagage. Donc, j'ai dit, ok, j'arrête. C'est là que je suis retourné dans le marketing et dans la communication, et c'est là que j'ai commencé au départ à travailler pour la francophonie, notamment pour le sommet de 2012, où on a travaillé, on s'est occupé du journal de la francophonie, on s'est occupé de plusieurs choses au niveau de la communication, etc. Et après le sommet, j'ai continué à travailler pour la francophonie. Parce que les gens ont toujours tendance à croire que après le sommet, la francophonie n'existait plus. Okay. Alors que pas du tout, on a continué à travailler et on est arrivé à un moment donné où on a dû créer un forum, c'était en 2013, un forum sur les normes, et c'est là que j'ai appelé mon ami, mon frère de tous les jours, Angelo. Je lui ai dit, écoute, j'ai pensé à un truc par rapport à cet événement-là, il faut qu'on crée un site internet pour que les gens, parce que j'ai vu les problèmes qu'on avait eu par rapport au sommet, où il y a des gens qui, voilà, ils étaient venus pour réserver des chambres, ils avaient réservé en ligne, mais ils arrivent ici. Je pensais que tu allais aller au Pullman et puis tu te retrouves, tu es à Bandal. J'ai dit non, il ne faut pas qu'on ait le même genre de problème parce que il y a quand même 500 personnes qui vont arriver, quoi. Et donc, on a créé un site internet en accord avec une dizaine d'hôtels. Et grâce à ce site internet, ça nous a permis d'avoir la certitude, que les réservations étaient faites, 2, que les gens allaient bien à l'endroit qu'ils avaient réservé. Et grâce à ce site, ça a été un succès. Ça a été vraiment un succès. Et mon ami Angelo, justement, qui est mon associé aujourd'hui, il me disait, mais pourquoi on ferait pas un truc ici, quoi? Mais il hésitait. Et puis il est reparti, il est rentré en Belgique. Et puis ici, avec 2 amis de Belgique, on était ici, on a créé un apéro tous les jeudis soirs au Heritage Lodge. Tous les jeudis soirs, on était là au Heritage Lodge, on s'est dit, bon, on se voit après le boulot et on discute. C'est un truc où on était, franchement, toutes les semaines, on était 3, 4. Puis après, on s'est retrouvés 10, puis 20, puis 30. Et puis on s'est dit, oh,
pourquoi on n'en ferait pas un grand événement? C'est là qu'on a créé l'apéro quinoa. Okay. Et l'apéro quinoa, on l'avait fait à la Maison de France et on s'est retrouvé avec 300 personnes. Nous-mêmes, on n'était pas prêts, hein, je te dis la vérité. Okay. On s'attendait pas à autant de gens. Il y a même des journalistes qui sont venus, on les a filmés, c'est passé à la télé. Mais on s'attendait pas, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, écoute, nous on a fait la pub, si on a 100 personnes, on est content. On s'est retrouvé avec 300 personnes. On s'est dit, bon, c'est passé même à la télé et tout. On s'est dit, bon. Et là, j'ai rappelé mon ami Angelo, j'ai dit, les gars, je pense que c'est le moment, il faut créer quelque chose. Il faut vraiment créer quelque chose. Parce que pourquoi tout le monde s'en met plein les poches? Bon, c'est peut-être pas le moment de le dire en ce moment, mais bon, tout le monde gagne de l'argent et pourquoi pas nous? Et puis, on s'est dit, bon, on va voir comment on peut, Angelo est revenu, on va voir comment on peut travailler ensemble. Et puis, on nous a proposé un projet, on a travaillé tous ensemble et on a vu en fait cette connexion qu'il y avait entre nous. Cette connexion, et on s'est dit, parce que le pire c'est que non seulement on a vu la connexion, quand on a présenté le projet, tout le monde était content, mais le projet n'a pas abouti. Mais nous on avait vu en fait cette connexion entre nous et on s'est dit, les gars, créons la société. Et il y a 5 ans, jour pour jour, on s'est dit, on crée une société. Et on a créé la société et on a eu un premier contrat avec une banque de la place. Et par rapport à ce contrat-là, moi ce que j'ai aimé c'est quoi? C'est que vraiment c'est toutes nos idées qu'on a rassemblées ensemble, on en a créé un projet qu'on a présenté et nous en se disant, tu vois, même quand on a présenté, en présentant le budget, on se disait, ouais mais c'est cher quand même. Ah bon, on donne. Et c'est avéré que sur les 5 sociétés qu'ils avaient sélectionnées, enfin, sur les 5 sociétés qui ont sollicité ce projet, on était les moins chers, mais avec des idées, et en fait, ils ne s'attendaient pas à ces idées, tout simplement. Si je dois expliquer, ils ne s'attendaient pas à ces idées-là, parce que nous, on est allés dans des folies, on est allés dans des folies, mais parce que, en fait, on a reproduit ce qu'on a vu à l'extérieur, qu'on a réadapté à la vie locale, en fait, tu vois. Et donc, ils s'attendaient pas à ça. Et aujourd'hui, quand on nous a dit, on a gagné le projet, on s'est dit, ah mais c'est bon, on est les meilleurs du monde et tout. Et après, quand on en parle, après des années plus tard, avec cette même banque, on nous dit, mais vous étiez 7 fois moins cher que d'autres sociétés avec qui on avait l'habitude de travailler. Et tu te dis, ah, nous qui pensions être très chers, on était 7 fois moins chers. Je te dis, ok. Mais pourtant, on a gagné de l'argent. Je te dis, mais eux, ils demandent combien alors? Tu vois? Et donc, voilà, et c'est comme ça que MTP est né. Et que depuis, on vit de notre travail en fait. C'est ça la différence de travailler pour les gens, c'est qu'on vit de notre travail. Oui, tout à fait. Et comment est-ce que vous avez réussi à vous dire que c'était trop cher? Vous n'aviez aucune idée des prix du marché ou comment ça se passe? En fait, on a fait une erreur. On a voulu comparer avec les prix de l'Europe. D'accord. Et donc, on a dit, non, à partir de là, là on est trop cher, donc on a diminué. Mais en fait, on a diminué nos marges, pas les coûts de production, on a diminué nos marges. En fait, en diminuant nos marges, mais même en diminuant nos marges, on s'est rendu compte que on aurait pu mettre nos marges de départ et gagner plus, mais finalement, c'est devenu un client régulier, quoi. Ah, d'accord, ok. Parce qu'ils sont contents du travail, tu vois. Ok. C'est un mal pour un bien. Oui, vous avez obtenu un contrat où vous avez un petit peu sous-facturé ou facturé normalement mais qui était bien en dessous des autres et ça vous a finalement... on venait d'arriver. J'ai envie de dire on venait d'arriver. Vous êtes adapté, j'espère. Voilà. Oui, depuis on s'est adapté, t'inquiète. Et depuis, comment est-ce que vous avez fait pour continuer à rester créatif et à toujours remporter des marchés finalement? Est-ce que c'est le hasard des rencontres? On remporte pas toujours des marchés, mais si je dois être honnête, c'est qu'il y a beaucoup de marchés, et c'est malheureux, mais c'est vrai, c'est qu'ici, il y a beaucoup de marchés, c'est par rapport à tes connexions, tu vois, c'est par rapport à tes connexions et par rapport à des rencontres. Mais je veux dire, il y a certains événements où on se force à aller. Tu vois, par exemple, moi, je me force à aller chaque année à la fête de l'ambassade de Belgique, parce que je sais que je suis susceptible de rencontrer quelqu'un qui va me prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que j'ai ce fameux passeport rouge, tu vois. Ah oui. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, ça nous est arrivé d'avoir des contrats à partir de là, par des rencontres. Et c'est juste qu'un tel te présente, ou bien tu parles, ou tu te bouscules au moment où il faut prendre ta petite vibine, comme on dit. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres quelqu'un, puis vous parlez, vous échangez des cartes de visite, et puis la personne peut te rappeler parce qu'il t'a rencontré à cet endroit-là. C'est ça qui parfois est malheureux, parce que soumettre, je veux dire, on a déjà répondu à, je crois, une cinquantaine d'appels d'offres, une cinquantaine. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les appels d'offres, c'est une façade. C'est-à-dire que la société ou la personne qui te fait un appel d'offres a déjà choisi. Mais comme par rapport à la loi ou par rapport à l'État,
il est obligé de faire des appels d'offres, mais il sait déjà que, par exemple, moi, j'ai choisi Pinchasa. Donc, même si MTP vient soumissionner, ben c'est Pinchasa qui va remporter le marché, tu vois. C'est ça le problème qu'on a ici. C'est que tu peux avoir un dossier carré, parfait, qui va même être moins cher que n'importe quel autre dossier, mais une fois qu'ils ont choisi, c'est mort. Ok, mais alors comment faire? Aller dans tous les événements ou comment faire pour quelqu'un qui débute, qui n'est pas encore connecté et qui se dit, ben voilà, je veux aller dans le marché de l'événementiel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Connaître tout le monde Tu sais, je le vois par rapport à Kinshasa, il y a plusieurs marchés. Je veux dire, il n'y a pas de concurrence. Même en termes d'événementiel, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi? Je veux dire, nous, on s'est surtout centralisé, on va dire, notre cible, c'est Gombe, c'est ma campagne, c'est, entre guillemets, c'est les gens qui ont les moyens. Or, qu'on pourrait se faire beaucoup plus d'argent en allant faire des histoires à la cité. Mais beaucoup plus d'argent. Ok. Beaucoup plus, hein. Mais maintenant, le gros souci, c'est quoi? C'est que on reste dans la sécurité. C'est-à-dire qu'on se dit, tant qu'on est en ville, même si on gagne moins, mais au moins on est en sécurité. Je peux te dire qu'après le coronavirus, moi je vais faire des événements vers l'aéroport. Ça c'est sûr. Ok. Parce que, voilà, c'est vraiment la sécurité. Et aujourd'hui, quelqu'un qui débute dans ce milieu-là de l'événementiel, quand tu débutes, tu dois juste essayer. Et en fait, en fonction des événements, tu vas voir qu'est-ce que tu peux améliorer. Tu vois, c'est pas... Il y a personne qui est né, bon, moi je vais faire de l'événementiel et c'est bon. Non. Tu t'améliores à chaque événement. Chaque événement est une sorte de défi et puis tu t'améliores. Parce que, ça, j'ai fait cette erreur-là, ou on m'a fait telle remarque-là, je ne le ferai pas la prochaine fois. Et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui se lance commence et tu vois qu'est-ce qui n'a pas été. Et ensuite, tu avances. Oui, tout à fait. Et vous avez eu l'impression d'avoir droit à l'erreur? Ou bien, quel genre de grosses choses ont complètement foiré dans les événements que vous avez fait au départ? Complètement foiré, je vais te dire. Ou bien c'est un secret et on passe à autre chose? Non, le seul truc qui a vraiment complètement foiré, c'est que il y a un moment donné où l'organisateur change complètement le programme. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu as prévu, j'invente, non, j'invente pas. Je veux dire, ça se passe A, B, C, D, E. Et puis du jour au lendemain, le jour de l'événement, il te dit, ah non, moi je préfère que ce soit E, C, puis A, puis B. Tu dis, c'est pas ça qu'on avait prévu, mais tu dois t'adapter sur le moment parce que le client est roi. Donc tu t'adaptes, et puis il y a un moment donné où tu te dis, ouais, mais c'est pas ça. Et après, quand vous faites la réunion d'après-événement, parce qu'il y a toujours une réunion après-événement, c'est là que tu dis, ouais, mais regarde, nous on avait prévu de faire ceci, cela, machin, et tu l'as pas fait. Et toi tu nous dis que on avait prévu ceci, cela, et on l'a pas fait. Ok? Maintenant, quand on regroupe le contrat de départ, c'est pas comme ça qu'on s'est entendu, tu vois. Okay. Ça, c'est un des aspects. Un deuxième aspect, c'est, écoute, tu organises un événement, tu as une assurance d'un sponsor, et puis 2 jours avant l'événement, le sponsor ne répond plus à ses attentes, à tes attentes. Donc tu te dis, mais maintenant je fais comment? Moi j'ai déjà fait des commandes, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, maintenant je fais comment? Ça avance pas, tu vois. Et donc c'est le genre de problème qu'on peut rencontrer dans l'événementiel. Nous, la solution, c'est quoi? C'est que tout événement qu'on prévoit, on se dit, voilà, l'événement va coûter $100, je les ai déjà. Tout ce que le sponsor va me donner, c'est un plus. Okay. Mais au moins, je suis sûr de faire l'événement. Et après, je peux faire l'événement encore plus grandiose parce que j'ai le sponsor qui m'accompagne. Moi, je pense plus que, en fait, aujourd'hui, la grosse erreur qu'on fait ici au Congo, c'est quoi? C'est que on dépend des sponsors. Quand tu veux créer un événement, sois capable de le faire toi-même. C'est comme quand tu fais un barbecue à la maison, tu n'as pas besoin de sponsor. Tu peux créer toi-même ton barbecue. Après, si tu demandes aux gens de rajouter, que ce soit de la poisson, que ce soit de la viande, que ce soit X ou Y, tu demandes aux gens de rajouter. Mais toi-même, tu as déjà décidé de faire ton barbecue. C'est le même principe avec un événement. C'est exactement le même principe. Ok. Tu vois? Et donc voilà le genre de problème qu'on peut rencontrer au niveau de l'événementiel, quoi. D'accord. Et de manière générale, pourquoi est-ce que Media Targeting Partners, c'est une agence marketing 360? Donc vous faites plein d'autres choses que l'événementiel. Pourquoi est-ce que l'événementiel a tant de poids à Kinshasa? Parce que les gens s'ennuient. Ah, explique. Comment ça, les gens s'ennuient? Il y a tellement de boulot. Ben oui, non, parce que, écoute, je veux dire, ici à Kinshasa, et là on le ressent encore plus parce qu'on est en confinement, mais je veux dire, allez, moi je suis revenu en 2010. En 10 ans, Kinshasa a totalement changé. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, il y a Steve qui a créé un cinéma, il y a des gens qui ont créé des bowling, tu vois, je veux dire, donc il y a des activités, mais avant il n'y avait pas d'activités. Mais malgré ça, tu sais, c'est peut-être
je sais pas si c'est l'homme noir, hein, mais on aime bien se divertir. Aujourd'hui, si les gens deviennent fous par rapport au confinement, c'est parce qu'ils peuvent pas sortir. Pourtant, tu peux rester à la maison, tu ne fais rien. Parfois, il y a des gens, leur divertissement, c'est juste aller, même au resto, filmer son petit truc, dire voilà, j'ai mangé ceci. Aller en boîte, j'ai bu mon champagne, j'ai bu ma bière, j'ai bu ceci, aller dans une terrasse. Donc en fait, il y a cet engouement de fête ici, et j'ai l'impression que c'est dans le sang. J'ai l'impression. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est dans le sang. On a besoin de bouger, on n'aime pas rester statique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens deviennent fous. Les gens deviennent totalement fous. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'événementiel fonctionne. C'est-à-dire que si tu crées un concept, parce qu'en termes de concept, nous, on a encore des concepts sur le coude, hein, et on est encore en train d'en créer. Mais tu te rends compte que les gens aiment la nouveauté. Parce que, tu sais, pourquoi, franchement, moi je dis, il n'y a aucune boîte dans ce pays qui a fait 20 ans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens se lassent. Ils ont envie de quelque chose de nouveau. Et même dans l'événementiel. C'est-à-dire que si tu fais tout le temps le même événement, et à un moment donné, les gens vont, ok, ça va, on a déjà vu. Mais tandis si tu crées quelque chose de nouveau, on n'a pas vu, on veut voir. Et c'est ça. Okay. Donc je te dis, l'après-Covid, là, on est prêt. Il y a une question en attendant. Il y a une question en attendant donc de Yabiso Ponabiso qui se demande comment faire pour se passer des sponsors. Faut-il faire des partenariats? En gros, comment faire pour avoir de l'argent quand on veut faire un événement d'ampleur mais qu'on n'a pas l'argent pour le faire? Est-ce qu'on économise jusqu'à avoir cet argent ou bien on trouve d'autres personnes qu'on n'appellera pas sponsors mais partenaires? Je ne sais pas s'il y a une différence vraiment entre partenaire et sponsor. Le nom de notre société, c'est Media Targeting Partner. Parce qu'on est fort dans le partenariat. Aujourd'hui, tu peux être partenaire avec un mécène. C'est-à-dire que tu peux être partenaire avec quelqu'un qui est riche et tu lui dis, voilà, moi, mon événement, j'y crois et ça, on va y aller. On va y aller, on sera à fond là-dessus et il va te financer pour avoir un retour derrière, bien entendu. Ou bien parce qu'il croit en toi, tout simplement. C'est déjà arrivé. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Parce que nous, en fait, notre force, c'est le partenariat. Avant le sponsoring, c'est d'abord le partenariat. C'est-à-dire que organiser des événements avec quelqu'un. Organiser des événements avec quelqu'un, mais qui est sur la même longueur d'onde que toi. Tu vois, par exemple, j'ai découvert quelque chose ici à Kin, c'est que quelqu'un préfère gagner une fois $10 000 que 10 fois 1000. Oui, ça, je n'ai jamais compris. On préfère gagner 10 fois 1000 plutôt qu'une fois 10 000 et puis après, on n'en fait rien. Mais par contre, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, parce que si on a créé notre société, c'est parce que des gens ont cru en nous. Des gens ont cru en nous, ont cru en nos idées et après, au fur et à mesure, par rapport à nos idées, par rapport à ce qu'on développe, on arrive à recréer d'autres choses, tu vois. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, quand tu veux créer un événement sans sponsor, c'est vrai que c'est difficile ici au Congo, mais c'est possible. Maintenant, comment faire pour faire un événement sans sponsor? C'est pas économiser. C'est comme je dis, c'est soit tu as une idée qui est petite, parce que petite, pour personne. Tout à fait. Mais par rapport à cet événement de 10 personnes, tu vas gagner de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont tendance à faire? C'est que cet argent que tu as gagné avec les 10 personnes, tu vas le dépenser. Mais non, garde-le et crée un prochain événement avec 20 personnes. Parce que tu as déjà l'argent de 10 personnes. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut évoluer et voir maintenant comment avancer, quoi. Ouais. Non, exactement. Je vois justement le commentaire d'un autre style de Bénédicte qui parle de se positionner comme si on vendait un service plutôt que dans une position de mendicité face à un sponsor. Je ne sais pas si c'est aussi un conseil que tu donnerais. Et comme je dis, mais justement, c'est pour ça que je t'ai dit, quand tu veux créer un événement, dis-toi que tu as déjà l'argent en poche. Si tu as l'argent en poche, les sponsors, c'est une aide. Tout à fait. Pour le rendre grandiose, mais sinon, tu fais l'événement avec... Pour le rendre encore plus grandiose, mais sinon, je veux dire, tu vois, quand on a fait la fan zone pour le village de la Coupe du Monde là, il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Écoute, on était prêts. On était plus que prêts. Après, toutes les autres aides, c'était, comme moi j'appelle des aides. Après, c'était des partenaires finalement par rapport à l'événement. Tout à fait. Tu vois? Oui. Et que, effectivement, quand après il y a quelqu'un qui au dernier moment te dit finalement je te suis pas, tu n'as pas l'événement. Tout à fait. L'événement est là et il a eu lieu. Et pourtant, il y a des gens qui sont abandonnés 2 jours avant l'événement, mais on l'a fait. Oui, tout à fait. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu te lances dans un truc, je veux dire, par exemple, pourquoi on n'a jamais organisé de concert? Ça coûte trop cher. Ah, d'accord, ok. Et vous ne pouvez pas assurer sans sponsor. Ouais. Par exemple, moi, je ne peux pas, par exemple, me dire qu'un artiste, je peux le payer $100 000. Non, je ne les ai pas. Donc, comment je vais payer $100 000? Mais généralement, quand les artistes viennent, c'est parce qu'il y a un sponsor qui paye les $100 000. Toi, tu peux faire le reste. Oui. Mais tant que moi, je ne me dis pas qu'on est millionnaire dans notre compte, je ne l'appelle aucun artiste.
Et surtout que moi, j'ai cette impression-là. Après, je peux me tromper. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des concerts, etc. Mais j'ai l'impression que les concerts ne rapportent pas d'argent. Ah, à quoi ils serviraient alors? Oui. À quoi ils serviraient alors, les événements de type concert? Divertir. Divertir. Okay. Et de faire un nom. Ah oui. C'est-à-dire que, en fait, tu organises un truc à perte. Mais au moins, on sait que c'est toi qui l'as fait. Ah oui, oui, d'accord. Donc ce serait, en fait, un concert, ce serait une capsule marketing, quoi. Ce serait une dépense marketing. Ouais, voilà. Purement. Pour moi, un concert, c'est du marketing. En tout cas, dans l'état dans lequel je vois les choses en ce moment, pour moi, c'est purement du marketing. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais donc, alors il y a l'événementiel. Évidemment, je suppose que tu t'en es bien rendu compte, le Covid aidant, les événements de plus de 20 personnes sont interdits, sponsor ou pas sponsor. Comment est-ce que vous faites pour continuer à travailler malgré tout? Parce que vos activités ne sont pas totalement à l'arrêt. Mais heureusement, on a des activités qui nous permettent de travailler de la maison. D'accord. C'est-à-dire que à côté de l'événementiel, on est, tu sais, notre société, c'est Media Targeting Partner, mais c'est MTP 360, notre sigle. Pourquoi? Parce que on fait de la communication à 360 degrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours capable de faire des stratégies marketing. Tu as juste besoin d'un ordinateur, de réfléchir par rapport à un produit et d'expliquer au client comment il peut faire pour développer son produit. À côté de ça, tu as les sites web. Les sites web, quand tu dois faire des mises à jour, tu dois en créer. Tu n'as pas besoin de bouger de la maison, tu vois. Et ça, c'est ça qui permet à la société d'exister encore. Parce que je t'avoue que l'événementiel, c'est quand même 70% de notre chiffre d'affaires. Ah oui. Donc quand là, on se retrouve avec 30%, tu fais des calculs sur tout maintenant. Tu vois, tu fais vraiment des calculs sur tout. Et tu te dis, commençons à planifier. C'est ça qu'on fait ensemble, c'est que on est en train de planifier l'après. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont te parler de ouais, non, mais juin, ça ira. Moi, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord parce que, écoute, on est au Congo. Aujourd'hui, on a confiné une seule commune sur les 24 qui existent. Tout à fait. Et je te parle juste de Kinshasa. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a d'autres cas qui ont été décelés dans d'autres villes, mais ça, on n'en parle pas. Ouais. Pour moi, il faut déjà commencer à préparer l'année 2021. Pour moi. Carrément. Et j'espère me tromper. Parce qu'au moins, si je me trompe, on sera déjà prêt pour 2021. Et si on doit terminer 2020, on est déjà prêt aussi. Tu vois. Ouais. Mais pour moi, l'année est finie. Il faut préparer 2021. Parce que même si on sort de cette histoire-là, la sécurité, la santé, surtout ici au Congo, hein, je serais en Europe, je te dirais peut-être autre chose. Mais surtout ici au Congo. Je veux dire là, c'est une commune qui a été confinée. Là, maintenant, ça fait 10 jours qu'on est à la maison. Mais quand je vois en Europe, il y a des endroits où ça fait un mois. Nous, c'est une commune. Mais maintenant, ce truc-là, il se propage. Là, parce qu'il y a des gens qui prennent pas ça au sérieux. Ils pensent que c'est une blague. Encore aujourd'hui? Moi, je reste à la maison. Oui, encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est une blague. Tu vois? Et donc, après, on doit rester à la maison. Moi, j'ai de la chance. J'ai un jardin, je peux me poser, je suis dehors. Tout à fait. Je suis pas enfermé dans la maison, tu vois. Il y a des gens qui sont enfermés dans la maison quand ils vivent dans des appartements ou dans certains endroits, ils sont enfermés dans la maison. Moi, j'ai de la chance. Je suis dans le jardin. J'ai mon jardin, je joue avec mon chien. Voilà, quoi. Tu vois? C'est ça, mon chien pensait que je le baillais, mais maintenant, il sait que, voilà. Voilà. Moi, il me voyait jamais. Il me voyait que soit le matin, soit le soir. Maintenant, il me voit tous les jours. Donc, voilà, non, mais c'est vraiment une situation compliquée. Mais moi, je pense à l'après. Parce que je suis chrétien, je crois en Dieu et je sais qu'il y aura un après. Et ce qu'on est en train de vivre là, c'est... Dieu nous l'avait dit. Il avait prévenu qu'à un moment donné, tout le monde va se détourner de la chrétienté, vivre sa vie. Et finalement, en fait, les plus grands chrétiens, ce sont ceux qui meurent le moins, les Africains. Qui meurent le moins? C'est les Européens qui meurent le moins, ouais. Par rapport à cette maladie, hein, pas dans la vie de tous les jours. Et ça n'a rien à voir avec les antimalariques dans nos corps? Mais si, mais ça aide aussi, hein. Parce que, franchement, quand tu vois ici, aujourd'hui, quand tu vois le taux de mortalité par rapport à l'Afrique et l'Europe et l'Occident en règle générale, les premiers cas sont arrivés début mars. En un mois, je ne veux pas minimiser la mort parce que chaque mort est importante, mais en un mois, on a moins de morts qu'en Occident. En un mois. Ouais. Or que tout le monde pensait qu'ici, c'est bon. Ils vont tous partir. Ils sont voulaient même nous envoyer un vaccin. Ouais. Ils sont choqués qu'il n'y en ait pas. Ouais, écoute, nous, on a la malaria tous les jours. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand ils parlent de chloroquine, c'est un médicament,
contre la malaria. Ouais, c'est ça qu'ils utilisent là-bas en Occident. Mais nous, des médicaments contre la malaria, on en utilise tous les jours. Donc, c'est en nous. Donc, on résiste plus. C'est pas une histoire que, oh non, parce que tu es noir, tu n'auras pas la maladie. C'est faux. C'est juste que nous, par rapport aux médicaments qu'on a l'habitude de prendre, ça nous aide. Ouais. C'est pas que ça nous guérit, ça nous aide. Non, il y a déjà des résidus dans nos corps, en fait, et donc il est possible que, on n'est pas médecin, hein, mais il est possible que ça ait son petit effet sur nos résistances, en tout cas au pays. Mais tu le vois bien aujourd'hui, dans les victimes, la majorité, c'est parce qu'ils venaient d'Europe, et ils venaient du froid. Donc ils avaient déjà... Mais aujourd'hui, on a des décès malheureusement ici, et la majorité, c'est des gens qui venaient d'Europe. Oui. C'est pas des gens qui, s'ils levaient un matin, voilà, j'ai le coronavirus, je suis mort. Non. Ouais. Après, de toute façon, hein, comme je dis, il n'y a que Dieu qui sait, et on verra en décembre comment on va s'en sortir. Ce qui ne t'empêche pas de faire des plans pour l'après-Covid. Comment est-ce que tu penses que le secteur de l'événementiel va évoluer après Covid? Ou bien tu as l'impression que les choses vont redevenir comme elles étaient avant? Non, ce sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Parce qu'il y aura toujours cette peur-là au niveau des événements. C'est-à-dire que, écoute, tu te dis, je vais à un événement. Tu vois, par exemple, là, on est en train de planifier un événement après Covid. Et vraiment pour rassembler les gens, pour dire, voilà, on en est sorti. Mais en réfléchissant, tu te dis, il y a certaines personnes qui peuvent être habituées à tes événements, qui ne viendront pas par crainte. Ouais. Ce que je peux totalement comprendre. Parce que, effectivement, moi, par rapport à cette maladie, moi j'ai une crainte. Ma plus grande crainte, c'est quoi? C'est que, par rapport au Congo, on ne fait pas les choses de manière carrée. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, Ebola est ressorti de nulle part. De nulle part, hein. Ça faisait des années, de nulle part, Ebola est ressorti. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui avait de l'argent qui a été touchée par ça. Ah oui. Mais c'est-à-dire que cette maladie est restée dans notre pays alors qu'on nous avait dit qu'elle n'existait plus. Et j'ai peur que ce soit la même chose avec le coronavirus. Parce que on a le malheur d'avoir des gens à la tête de l'État qui ne prennent pas ça dans le sérieux qu'il faudrait en fait. Et qu'aujourd'hui, comme je te dis, aujourd'hui, on te parle de contrôle, comme je te dis, voilà, on a confiné Gombe, mais les autres là, donc tout le monde vit et vague à ses occupations, comme si il n'y a que Gombe qui est malade. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Ça n'a pas de sens, tu vois. Et donc après, tu te dis, bon, et les gens qui viennent à Gombe, qui sont à ma campagne, et en plus les gens fraudent. Ah oui, ils veulent absolument sortir. Il y a de la fraude. Pour aller où? Oui, bien sûr, il y a des gens qui... Ben, ici, les barrages, tu peux donner 1000 francs ou 2000 francs, tu passes le barrage. Donc, moi, quand j'entends ça, je dis, non, moi, je suis très bien chez moi. Je suis très bien chez moi. J'évite les gens et j'ai pas de soucis. Okay, donc voilà, moi, ma crainte, c'est ça. C'est que si les gens réfléchissent comme moi, ils peuvent se dire que, écoute, si on va à tel événement, mais qu'il y a peut-être une seule personne qui est contaminée, on l'est tous. Maintenant, après, on fait comment? Tout à fait. Tu vois? Donc, là, quand on réfléchit, on se dit, bon, faisons une soirée masquée. Soirée masquée. Ouais. Soirée masquée. Pas sur les yeux, mais sur la... Si t'as pas de masque, ouais, sur la bouche. Et c'est une soirée masquée, mais au moins, tout le monde est dehors, on est décontaminé, et puis voilà. On fait une soirée masquée. Nouveau concept. D'habitude, les soirées masquées, c'est tard, tu vois? Mais voilà. Mais tu vois, c'est le genre de concept sur lesquels on réfléchit. Bon, certainement, il y a des gens qui peuvent piquer l'idée, hein. Mais voilà notre concept. On saura qu'à cette date précisément, c'était un concept MTP 360. Mais voilà, soirée masquée. Je me posais la question, pourquoi on appelle 360? C'est quoi le marketing 360? C'est-à-dire qu'au niveau de la communication, c'est plus la communication parce que le marketing fait partie de la communication. Et en fait, c'est-à-dire qu'on fait de la communication à 360 degrés dans le sens où on est dans tous les domaines en termes de communication. Et comme je te parle de marketing, je te parle de communication, je te parle d'événementiel, je te parle de site web. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui touche la communication, on est dedans. Il n'y a aucun domaine dans lequel on n'est pas. Je veux dire, demain, je ne serai jamais une pharmacie. D'accord. Donc, c'est au niveau de la communication, on s'occupe de tout. Et comme je te dis, voilà, je t'ai parlé de ce qu'on fait, on a déjà fait des publicités pour certaines banques. C'est là où on a eu notre premier contrat. Et par rapport à ce premier contrat, au niveau marketing, on a fait non seulement la stratégie dans le temps en fait. J'ai envie de te dire, c'est vraiment la stratégie dans le temps. Dans quel sens? C'est-à-dire que, voilà, nous on vous propose ceci et voilà comment ça va se passer. Je vais parler en français facile.
Parce que si je commence à rentrer dans des termes, comme j'ai vu hier, peut-être qu'on ne peut pas comprendre. Donc voilà, on te dit voilà le produit que toi tu veux lancer, voilà ce que nous on te propose, voilà comment ça va se passer et voilà comment ça va perdurer. D'accord. C'est ça qui s'est passé. Et là en fait par rapport à eux, mis à part le site internet, par rapport à ce premier contrat, on a tout fait. C'est-à-dire qu'on s'est occupé de créer le logo, on s'est occupé de créer la campagne, on s'est occupé de la publicité, on s'est occupé des vidéos, on s'est occupé de tout, sauf le site internet. D'accord. Tu vois. Et malgré ça, on était toujours 7 fois moins cher que d'autres boîtes de la place. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et nous, on était contents d'avoir gagné de l'argent. Et donc, une personne qui voudrait travailler avec les banques, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Puisque les banques font partie des rares sociétés qui, quoi qu'il advienne au Congo, continuent à pouvoir fonctionner et avoir les moyens de le faire, donc de payer leurs prestataires, donc les banques et les télécoms. Mon conseil, c'est de demander un emploi dans la société qu'ils ont choisie. Genre impossible autrement. Bah écoute, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce que déjà il y a des gens qui n'aiment pas le changement. D'accord. Il y a déjà ça. Tu peux proposer une meilleure idée 10 fois moins cher, mais lui a dit non, moi j'ai l'habitude de payer autant, laisse-moi tranquille. Et après c'est aussi, je pense, que je vais m'attirer des foudres, hein, mais je pense qu'il faudrait mettre des personnes compétentes au niveau du marketing dans toutes les banques et les télécoms. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est une histoire d'affinité. Après, je dis pas, hein, j'en ai profité. Okay. Mais c'est une histoire d'affinité. Parce qu'il y a un moment donné où, quand ça se passe, ok, mais si maintenant il y a un mot d'ordre du DG, ton affinité ou pas, c'est terminé, tu vois. D'accord, ouais. Donc, c'est approcher les banques, il faut vraiment connaître des gens. D'accord. C'est ça le problème. C'est vraiment le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut connaître des gens. Je dis, j'ai déjà essayé d'autres banques. Si tu connais pas, c'est mort. C'est mort. À moins que tu arrives avec un projet qui est révolutionnaire. Mais non, c'est mort. Tu vois, pour te donner un exemple concret, moi, on a fait une fan zone avec MTP il y a 2 ans pour la Coupe du Monde. Et bah, écoute, je pense qu'on est allé voir toutes les banques. Toutes. Il n'y en a qu'une qui nous a répondu. Et je te parle de plusieurs rendez-vous. Hein. C'est pas genre t'es allé une fois, non. Plusieurs rendez-vous. Mais il y en a qu'une qui nous a suivis dans l'événement. Une seule. Ça fait. Et donc tu te dis, et après, le pire c'est quoi? C'est que tu te retrouves avec certains des directeurs que tu es allé voir qui viennent chiller à ta fan zone. Tu te dis, mais tu te fous de ma gueule. Tu vois un peu? Et donc, c'est ça. Donc je te dis, ici, par rapport à ça, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Donc, avoir une idée révolutionnaire, faire preuve d'une créativité sans pareil, c'est la meilleure manière de se donner une chance. Et de connaître quelqu'un aussi. Ah, connaître quelqu'un, absolument. Bon, ben, allez tous à la place de l'ambassade. Non, parce que tu sais, moi, il y a un truc qui m'a rendu dingue, par exemple, quand on avait fait la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est que une banque qui avait refusé de nous sponsoriser avait sponsorisé un tournoi de billard. Un tournoi? Tu dis quoi? Ok. Un tournoi de billard. Un tournoi de billard où, franchement, je suis arrivé genre 2 jours après le tournoi et j'ai vu la pub de la banque, là. J'ai dit, mais pourquoi il y a la pub de la banque? Oh non, ils nous ont donné 5 000 $ pour le tournoi de billard. Quoi? Je suis attends. Ils nous ont donné 5 000 $. Et vous étiez combien? On était 10 participants. Je suis OK. Et tu vois, et c'est là où tu te dis, mais attends, c'est une blague. Moi, quand je vois par rapport à la Coupe du Monde, écoute, on a eu plus de 3 000 personnes en un mois. Ok. Et toi, tu vas sponsoriser à titre de 5 000 $ pour un truc de 10 personnes. Tu comprends que ça, c'est une histoire d'affinité. Tout à fait. Non, ça, c'est clair. C'est clair. Mais... Et c'est ça le problème. En fait, quand tu recherches des sponsors, c'est soit tu convaincs parce que tu arrives avec un projet de ouf, soit tu ne convaincs pas. Simplement. Et même quand tu arrives avec un projet de ouf, tu attends. Tu vois. Et c'est... Alors que d'autres personnes, un coup de fil, ils ont le sponsor direct. Ça passe, quoi. Ce qu'il faut, c'est connaître. C'est les relations. Et c'est malheureux, hein. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est pour ça que souvent je dis que le Congo n'avance pas. C'est que soit c'est une histoire de tribu, soit c'est une histoire de relation.